Merci. Merci de revenir. OK. Alors, je vais faire la présentation de la prochaine conférencière. Donc, je vais inviter maintenant Mme Diana Humbe à nous présenter un atelier ayant pour titre « Impact et connexion, 6 techniques pour se démarquer de la concurrence ». Donc, Diana est fondatrice de l'agence Christelle, qu'elle dirige depuis 2019 en soutenant les PME francophones en milieu minoritaire dans leur transformation digitale, avec des collaborations marquantes auprès des médias francophones comme Francopresse et TFO. Elle contribue activement à l'épanouissement de la francophonie au Canada. Récompensée par plusieurs distinctions, dont son inclusion parmi les 100 femmes noires à suivre au Canada en 2023, Diana incarne le leadership, la résilience et l'innovation au service de sa communauté. Alors, je te laisse la parole, Diana. Merci. Allô, allô. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci à tous et à toutes. Je serai votre animatrice pour la présentation d'aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, mais je suis aussi très consciente de mon espace. Donc, même si la présentation qui a été faite, c'est toujours un peu bizarre pour moi qu'on me présente et qu'on présente un petit peu tout mon parcours. Mais aujourd'hui, je vais être vraiment très rapide pour qu'on essaie d'en voir ensemble aujourd'hui quelques techniques, surtout dans le processus de communication, lorsque vous faites de la communication one-on-one, pour essayer de vous distinguer de la concurrence. C'est un atelier court, on a 30 minutes, donc on va essayer d'aller straight to the point. Mais à la fin, j'aimerais qu'on ait un espace d'échange et de discussion. Ici, on ne rentre vraiment pas tous dans tous les détails. Donc, j'imagine qu'il y a des points, des structures que vous connaissez déjà. Et c'est un espace de partage et de découverte. Donc, on est là pour apprendre. Donc, sans plus tarder, j'aime toujours présenter un petit peu le plan de la rencontre. À savoir, on a 30 minutes, qu'est-ce qu'on va essayer d'aborder ensemble? La première chose que je voudrais revenir, c'est sur quelque chose que vous connaissez tous, la connaissance de votre public cible. Par la suite, on va essayer de trouver et de mettre en avant quelques techniques pour affiner votre message. Par la suite, l'importance de soigner son langage corporel. Après, on verra gérer les objections et opter pour une communication efficace. Et enfin, on va voir un peu comment formuler ce que je dis, un appel à l'action qui soit clair. Donc, sans plus tarder, la première chose dans tout processus de communication, c'est de connaître votre public cible. Que vous ayez en rencontre one call, one-on-one, ou que vous devez préparer une conférence, la première chose que vous devez faire, c'est à qui je parle. Dans notre cas ici présent, j'ai pris la liberté d'appeler le groupe client ici les nouveaux arrivants que vous desservez. Ce n'est pas qu'ils sont en soi des clients, ça peut être nos membres, ça peut être des personnes à qui on apporte, mais c'est juste un peu plus facile dans le processus de rédaction et de compréhension aujourd'hui. Le deuxième groupe, pour la plupart des gens qui se retrouvent ici, c'est que vous allez être confrontés à des employeurs. Ces derniers ont des besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre? Est-ce qu'ils recherchent des partenariats? Et enfin, des partenaires communautaires. Ici, c'est vraiment pour créer des synergies. Connaître votre public cible va vous aider ici à préparer votre présentation, le contenu que vous allez émettre, mais aussi ça va vous permettre un petit peu à savoir c'est quoi les points qui sont essentiels. Peut-être lorsque vous allez faire la présentation de votre organisme ou de votre service, ce n'est pas de vous attarder sur peut-être la quantité des membres qui est important. C'est de voir, d'essayer toujours un petit peu d'aller directement qu'est-ce qui pourrait être le plus utile pour ce public cible en particulier. Pour par exemple un nouveau arrivant qui a un besoin en termes d'employabilité, vous allez lui venir, on a un réseau peut-être de 300 entreprises dans notre base de données. Voilà comment vous faites déjà quelque chose de pertinent et d'utile pour lui. Pour un employeur, c'est de vous dire, on a une base de données de 30 nouveaux arrivants qui sont talentueux, qui peuvent avoir 15 années d'expérience dans tel ou tel secteur d'activité. Vous voyez déjà que vous venez le chercher en ne disant pas seulement que vous avez
une expertise dans votre réseau, mais vous avez de l'expertise qu'ils pourraient rechercher, qu'ils pourraient avoir dans les besoins. Et pour les partenaires, c'est de revenir toujours, c'est quoi les points clés? À savoir, si vous avez un autre organisme ou une autre OBNL à qui vous essayez d'avoir un partenariat, c'est quoi un peu vos points de rencontre? Si vous avez un allié gouvernemental, ces derniers vont beaucoup chercher c'est quoi, par exemple, votre historique, combien de personnes vous avez dans votre database, et ainsi de suite. Par la suite, quand maintenant on connaît notre public cible, c'est de revenir sur l'importance d'affiner son message. Une première règle qu'on va entendre souvent en école de communication, c'est ce qu'on appelle le KISS rule. C'est un terme en anglais pour dire keep it short and sweet. Ici, c'est vraiment revenir sur l'important de prendre un message pertinent. Qu'est-ce qui va aller toucher dès le départ? C'est quoi vraiment les points centraux? Vraiment vous focaliser dessus. C'est vrai, généralement, dans une rencontre de présentation, vous n'avez pas 3 heures, vous avez peut-être 5 minutes ou 30 minutes à essayer de discuter. Essayez vraiment de vous focaliser sur des points clés qui peuvent être importants. La deuxième étape, c'est utiliser des mots-clés ou des phrases accrocheuses. Ces phrases doivent être toujours un petit peu liées à votre industrie. C'est totalement personnel ou peut-être à la région dans laquelle vous êtes. Ça fait toujours plaisir, si vous parlez à un franco-ontarien, de mettre quelques expressions franco-ontariennes. Ça lui donne toujours du baume au cœur. Ça dit « Hey boy, c'est quelqu'un que je connais bien ». Donc, avoir ce genre de choses, ça rapporte une certaine proximité avec votre audience. Mais en même temps, ne vous dénaturez pas. Vous n'êtes pas obligé de forcer une gimmick, mais ça vous permet vraiment d'asseoir une très bonne compréhension. Ensuite, évitez les techniques de vente. C'est vrai que lorsqu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on veut toujours venir, voici comment on est les meilleurs, voici ce qu'on fait de mieux. Non. Personne n'aime être vendu. Tout le monde essaye vraiment de chercher quelque chose de plus humain. Comment vous connecter avec la personne en face de vous sur un plan de vue plus personnel? C'est quoi peut-être vos points communs? Et même dans le milieu d'entreprise, vous avez des moyens de connecter avec ces personnes-là. Enfin, démontrez votre expertise. Ici, revenez toujours sur des études de cas, des retours clients, l'usage de statistiques. Les gens adorent ça parce que ça vient avec quelque chose de factuel, de précis, et ça s'assoit que je fais affaire avec un expert qui se connaît dans son domaine d'activité. La prochaine étape, c'est soigner son langage corporel. Là, on a terminé un petit peu l'étape préparatoire. Vous avez travaillé à la maison, vous avez votre plan d'action, vous vous êtes peut-être entraîné avec vos collègues. Mais sachez que 70% des communications, elles sont corporelles. Comme là, je fais très attention à éviter d'être au niveau du centre de la caméra, mais il est toujours important de connecter sur un plan de vue humain et de parler avec son corps. Mais comment bien parler avec son corps? C'est la solution. La première chose, j'ai appelé « l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît tous un bon moine à son habit ». Pourquoi? C'est-à-dire que vous devez toujours vous présenter de la manière qui répondra aux attentes de votre auditoire. Est-ce qu'on est sur une clientèle corporative? Donc ici, peut-être que je vais soigner un petit peu plus mon pantalon 3 pièces. Mais est-ce que je suis peut-être par rapport à un nouvel arrivant qui a besoin d'aide? Donc peut-être pas aussi corporatif et aussi structuré dont vous avez besoin. Vous pouvez être un petit peu plus à l'aise dans votre manière de vous présenter et être confortable dans ce que vous le faites. La prochaine chose, c'est le regard et la fenêtre de l'âme. Donc, la chose en particulier avec le regard, c'est un jeu stratégique. Le regard peut appeler à l'invitation pour essayer de connecter avec une personne, mais le regard aussi, dépendamment des cultures et des communautés, peut être vu comme une sortion de domination. Donc, à ce niveau-ci, je vous dis, faites attention et on revient à la première étape, connaissez votre public cible. Est-ce que la personne à qui vous avez au one-on-one vient d'une culture canadienne où on est très prompt et très ouvert à regarder les gens dans les yeux? C'est un esprit d'ouverture. Ou est-ce qu'il vient peut-être d'une autre communauté ou d'un autre groupe où l'interprétation liée à regarder dans les yeux aura un impact différent sur la manière dont il communique? Ça, c'est vraiment libre à vous, mais je vous dis, jouer sur ça peut créer une sorte de sentiment de proximité ou d'éloignement avec la personne. Et la dernière étape, c'est faire attention à vos mains. Je suis quelqu'un qui, naturellement, je parle beaucoup avec mes mains. Ça peut être facilement, ça peut distraire assez facilement les personnes, mais ça peut être aussi un très bel atout. Lorsqu'on sait comment montrer à quelqu'un, on est présent,
On veut l'inviter dans son espace. On n'est pas contraint à dire, écoutez, moi je suis là, vous, vous êtes là-bas. Ça nous apporte souvent ce sentiment de proximité, de venir à l'autre et d'essayer de créer un échange. Je vous dirais, ça revient encore à vos habiletés, à votre manière de faire, mais n'ayez pas peur. Ce n'est pas toujours mauvais de parler avec les mains et personne ne veut entendre quelqu'un pendant 3 heures parler comme ça. Ça fonctionne bien pendant une rencontre Teams, mais peut-être en personne, on peut se permettre d'être un peu plus loose et de montrer notre esprit humain. Par la suite, gérez les objections. Vous allez être confronté à des personnes qui vont remettre en question votre idée et remettre en question ce que vous présentez à ces personnes-là. C'est un exercice important à faire. La première chose, c'est préparer et prévoir des réponses aux objections potentielles. À la fin que vous ayez travaillé sur votre belle présentation, n'hésitez pas à demander à des collègues, à des amis ou à de la famille de revenir avec vous et de questionner votre propre jugement. Si vous êtes extrêmement bon, vous pouvez le faire toute seule, en regardant, en disant « Ok, c'est quoi les limites? C'est quoi peut-être d'autres recherches qui ont été mises en avant? C'est quoi d'autres organismes qui fournissent les mêmes services que nous? Comment ça peut créer un esprit de friction ?» Je vous dirais, c'est un exercice qu'on peut faire toute seule, mais c'est souvent assez difficile si on n'a pas la pratique. Donc, n'hésitez pas à demander aux personnes autour de vous. Elles ont l'expertise et le support pour vous accompagner dans ce processus-là. Et enfin, aucun argumentaire n'est infaillible. Donc, essayez toujours de comprendre une chose très importante. C'est que si vous ne connaissez pas une réponse, ayez l'humilité de dire « je ne le sais pas ». La personne ne sera jamais énervée contre vous parce que vous ne connaissez pas une réponse à une question. Et ça ne diminue en aucun cas votre expertise. Mais il y a une manière de le dire. C'est peut-être, vous savez quoi, je n'ai pas la réponse pour l'instant, mais je vais retourner au bureau demain et je vais vous envoyer un courriel pour vous revenir avec un détail précis. Ça, les gens vont prendre ça en considération et se dire, écoutez, c'est une personne qui fait de l'effort, c'est une personne qui veut faire de la recherche et elle veut poursuivre la conversation avec moi. Mais surtout, si vous faites une promesse, vous devez toujours la respecter. Si vous avez dit que vous allez envoyer un email à quelqu'un demain matin à 10h, faites-le demain ou au plus tard le lendemain. Mais passez 2 ou 3 jours, respectez toujours vraiment vos promesses. Ça fait asseoir votre expertise et ça permet aussi à la personne que vous restez un petit peu frais dans sa tête. Mais lorsqu'on est face à une objection, comment on peut la gérer sur le plan physiologique et pas toujours que sur le plan conversationnel? La première chose, c'est prenez une bonne respiration. C'est OK de se poser pendant quelques minutes et de réfléchir. Faites des pauses. Souvent, quand on parle, quand on fait une présentation ou même lorsqu'on essaye de vendre notre produit ou service, on peut aller assez rapidement. I'm guilty of that. Mais souvent, faire des pauses, ça nous permet de nous recentrer et ça permet aussi de laisser un petit peu du temps à la personne de comprendre et d'emmagasiner l'information que vous venez de lui donner. Par la suite, reformuler leurs questions. La reformulation, c'est une très bonne technique sur le plan politique pour, comme on dit, noyer le poisson. Donc, c'est essayer de comprendre, OK, où est-ce que la personne essaye de m'amener? Essayez de le reformuler peut-être dans des termes que vous comprenez mieux et vous assurer que le processus de communication est efficace. Ça vous permet de bien comprendre un petit peu l'attente de la personne à qui vous parlez, mais aussi vous donne un peu 2-3 minutes pour rassembler toutes vos idées, le temps que la personne se cherche un petit peu. Enfin, comme je vous l'ai dit, reconnaissez vos limites. Reconnaissez que vous pouvez ne pas connaître et proposez des solutions et des recherches et revenez un peu plus tard à cette personne. Maintenant, optez pour une communication efficace. Ici, lorsqu'on parle de la communication efficace, c'est de se dire la communication n'est pas unilatérale. Je ne viens pas et je parle tout seul pendant 30 minutes. Même dans le cadre de cette présentation, si on avait peut-être 45 minutes, on aurait pu ouvrir la salle aux objections et aux personnes qui voulaient partager un petit peu plus. Mais de manière générale, lorsque vous avez un one-on-one avec quelqu'un, n'hésitez pas à faire des pauses. Vous pouvez même prévenir à la personne, « Hey, pendant notre échange, s'il y a des moments que vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me couper, ça peut me permettre de comprendre. » Ou peut-être que lorsque vous êtes inspiré dans votre idée, une personne vous coupe, ça peut vous faire oublier un petit peu, comme les anglophones le disent, « your train of thought ». S'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous pouvez dire à la personne « Ah oui, ce que vous avez dit est vraiment pertinent. Je pense que peut-être il y a une réponse à ça dans la suite de notre présentation. J'y reviendrai. » Ou c'est peut-être
changez un petit peu la structure de votre présentation. Si vous n'êtes pas devant un groupe et que c'est vraiment un one-on-one très informel ou même peut-être assez formel, vous avez cette flexibilité-là de changer l'ordre. Pourquoi suivre un script lorsqu'on peut faire quelque chose qui fonctionnerait encore mieux? Donc, la première étape ici dans le processus de communication efficace, c'est l'écoute active. Écoutez réellement ce que la personne vous dit. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'entendre. On entend, mais on n'écoute pas. Qu'est-ce que réellement la personne a dit derrière? Ça vous permet effectivement, n'hésitez pas ici à poser des questions ouvertes, à reformuler si vous avez besoin de clarification, et ça montre votre intérêt sincère. Par la suite, structurez votre prise de parole. Moi, je suis quelqu'un il y a des gens qui ont cette aisance. Ils n'ont rien préparé, mais vont vous venir en présentation one-on-one, vous dites, il a travaillé pendant 30 jours sur sa présentation. Ça, c'est bien. Ça veut dire que la personne l'a naturellement. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas tous dotés de ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir, vous allez avoir une structuration que vous avez travaillée précédemment. Ici, vous aurez une présentation qui soit cohérente, mais qui se focalise sur votre interlocuteur. Dans le processus de communication, même dans ce processus de vente, que ce soit de votre service ou de votre entreprise, vous devez toujours mettre l'interlocuteur au centre de la communication. Vous n'êtes pas là pour faire une vente linéaire. Vous êtes vraiment là pour un échange, un processus de communication. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que, même en se basant sur les questions interpersonnelles qu'on a eues, serait peut-être plus pertinent ou que je pourrais mettre plus en phase que peut-être l'idée de départ? Je vais être très honnête, ce n'est pas quelque chose que vous allez développer avec une présentation de 30 minutes. Et vous allez peut-être devoir faire plus de meetings avec les gens pour que ça devienne quelque chose de naturel. Mais au fur et à mesure, vous allez commencer à comprendre les changements, les mouvements, et ça va vraiment vous aider dans votre processus au final. Ensuite, optez pour ce qu'on appelle de l'argumentation persuasive. Ici, c'est utiliser des données concrètes, des anecdotes pour illustrer les points forts de votre argumentaire. Mais je vais vous donner un secret. La plupart des décisions que les gens prennent sont des décisions émotionnelles, que l'on rationalise. Toute personne qui vous dit « j'ai pris une décision rationnelle », c'est une décision émotionnelle qu'il a rationalisée. Donc, vous devez venir avec les deux sur la table pour que votre interlocuteur se sente. C'est bien de me dire que 70% des personnes qui utilisent vos services sont là. Mais c'est quoi le côté humain? What's in it for me? Ce n'est pas la data que je veux, mais rapporter cette histoire-là. Je vous donne un exemple de cas. Vous essayez de parler à un nouvel arrivant qui, ça fait quelques mois, il a quelques difficultés à trouver une job, surtout dans ce marché, c'est vraiment super complexe. Et puis, vous venez lui parler. C'est bien de lui dire que vous avez un réseau de 300 employeurs qui voudront de lui, mais il a déjà fait 4 ou 6 organismes communautaires qui lui ont promis la même chose. À ce point-ci, vous êtes un autre bruit et ce n'est pas sûr que vous soyez quantitatif. Mais vous savez quoi? Vous pouvez lui dire, vous savez quoi? Votre histoire me rappelle l'histoire de Rodrigue. Rodrigue, c'était un étudiant malien qu'on a eu il y a 3 jours, qui avait le même problème que vous. Il avait fait le tour de plusieurs organismes dans la communauté et puis ça n'avait pas bien fonctionné. Avec Rodrigue, moi et lui, on a travaillé main dans la main pendant 3 semaines à travers le programme X que vous essayez de lui vendre. À travers ce programme-là, on a fait de l'écoute, on a fait des études, on a partagé, on a échangé ensemble. Et au bout des 3 mois qu'on a travaillé ensemble, Rodrigue m'a appelé un jour et il m'a dit « Hey, j'ai eu ma première entrevue. » Vous voyez? Ça change sa perspective. Il n'est plus un nombre, une statistique. Il devient une personne. En Rodrigue, ils se voient, ils se sont acceptés, ils se sont reconnus. Je vais un petit peu avancer. Et enfin, faites participer votre interlocuteur. Demandez-lui s'il a bien compris. Comme j'ai dit, ce n'est pas un monologue, c'est une conversation qui va dans les deux sens. Est-ce qu'il a des questions? Est-ce qu'il a peut-être même des points ou des remarques qui peuvent être pertinentes? N'hésitez pas à l'inclure dans ce processus-là. Et enfin, la dernière étape de tout processus de communication, c'est de formuler un appel à l'action qui soit clair. Ici, qu'est-ce que j'appelle un appel à l'action? C'est, on a terminé notre échange, notre conversation, on arrive à la fin de notre rencontre de présentation de 30 ou 45 minutes. Puis maintenant, on veut qu'une action soit effectuée de la part de notre interlocuteur. Donc, vous devez mettre en place une structure. La première chose, c'est de proposer des étapes claires et concrètes à la fin. Donc, hey, on arrive bientôt à la fin de notre discussion ou de notre échange. J'aimerais savoir si, à la fin, j'aimerais pouvoir t'envoyer un petit courriel. Donc, dans le courriel, je reviendrai un petit peu sur ce qu'on a parlé. Je t'apporterai plus de détails sur le programme qu'on a discuté plus tard. Ou
Si on est peut-être dans le cas d'un employeur, hey, à la fin de cet échange-ci, comme je vous avais déjà dit, on avait une banque de données de nouveaux arrivants qui pourraient être très intéressés, dont le profil pourrait fonctionner. Est-ce que ça vous dit que je vous envoie un petit courriel où je peux vous présenter 2 ou 3 candidats qui seraient idéaux et vous pouvez le partager avec votre équipe de ressources humaines? Quelque chose comme ça. N'hésitez pas à partager les coordonnées parce que vous voulez qu'il y ait une action par la suite à la fin de votre conversation. Donc, il doit avoir vraiment accès à vous de A à Z. Ici, ça vous permet vraiment une ouverture du canal de communication pour permettre à une rencontre fructueuse. Et à la fin, faites les suivis. C'est très facile d'avoir une très bonne conversation, d'échanger, de prendre des cartes de visite, et puis on s'oublie parce qu'on est trop occupé, parce qu'on a plein de choses à faire, parce que la vie. Il faut toujours respecter ses engagements. Faire des suivis prompts et actifs est extrêmement utile. Moi, je vais vous donner un exemple de cas vraiment bête. J'ai fait un 5 à 7 récemment. Et à la fin du 5 à 7, j'ai pris une série de cartes. À toutes les personnes à qui j'ai dit, je vais vous recontacter le lendemain, je leur ai envoyé un courriel personnalisé. J'ai dit, hey, mon nom est tel, on s'est rencontrés à tel endroit, on a parlé pendant quelques minutes, je vous ai fait... Je reviens vraiment. Ce n'est pas un courriel générique, c'est extrêmement personnalisé pour chaque personne et je m'assure de me retenir ça. Certaines personnes n'ont peut-être pas la bonne mémoire, c'est bien de noter. Pour toutes les personnes qui peuvent se rappeler, c'est génial. Et grâce à ça, aujourd'hui, littéralement aujourd'hui, j'ai eu un contact d'un prospect qui est devenu un client. Et pour nous, c'est simplement qu'elle m'a dit, pour une fois, quelqu'un n'a pas fait une promesse dans les vagues. Quelqu'un a promptement fait le suivi. Et elle m'a dit, pour ça, ça fait toute une différence pour moi. Vous avez dit que vous allez communiquer et vous l'avez fait. Et ça vous garantira une communication efficace. Donc, on est arrivé à la fin de cette petite présentation. Je voudrais vraiment nous laisser le temps de pouvoir échanger et de discuter. Donc, comme j'ai dit dans la présentation, juste pour vous faire un résumé global, n'hésitez pas à affiner votre message, connaissez votre public cible, apprenez à gérer les objections, optez pour une communication efficace et enfin, faire toujours un appel à l'action. Donc, est-ce qu'il y aura des questions, des échanges, des commentaires? The floor is yours, guys. Merci. Je sors un petit peu de l'univers scolaire. je vais essayer de sortir. Est-ce que vous voulez discuter? Oui. C'est dans le sens de la communication. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Souvent, on est appelé à aller dans des 5 à 7. Mm-hmm. Moi, j'haïs ces événements-là parce que j'ai bien de la misère d'aller vers les gens. Je suis très timide. C'est quoi le truc que tu peux nous donner pour aborder une personne qu'on connaît d'Ève ni d'Adam, là? Puis comme commencer à lui parler. Comment qu'on... As-tu des petits trucs? Parce que je sais que tout le monde ici a justement à aller vers des gens aussi, des fois, qui ne connaissent pas, mais qui savent qu'il faut qu'ils aillent. Puis des petits trucs, ça pourrait être le fun. Super. Donc, merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord revenir sur un point essentiel. C'est revenir un petit peu sur extroverti versus introverti. Pour une personne introvertie, le concept de 5 à 7 peut être un nightmare sur la Terre. Et ça, je peux le reconnaître, que ce n'est pas l'exercice le plus facile. Pour une personne extrovertie, ça peut être un tout petit peu plus aisé. Mais la première technique, je vous dirais, c'est observer. Observez vraiment les personnes. Quand vous arrivez dans un 5 à 7, vous ne rapprochez pas juste immédiatement de quelqu'un. Vous pouvez prendre 5 minutes pour observer les gens dans la salle, observer leurs interactions, observer peut-être même sur les sujets de quoi ils parlent. N'hésitez pas. Moi, souvent, je n'ai aucune honte à dire aux gens, vous pouvez écouter des conversations de manière très slick, là. Vous n'êtes pas obligé de la faire de la manière la plus ouverte. Écoutez et regardez comment vous pouvez connecter avec cette personne-là. Si vous arrivez dans un 5 à 7, vous trouvez 2 personnes qui discutent, vous pouvez prendre votre verre, vous asseoir pendant quelques minutes et voir qui échange comment. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher d'abord d'une autre personne qui est toute seule en faisant une blague. Comme, hey, je vois qu'on est les 2 seuls dans notre petit coin, là, ça te dit qu'on fasse notre petite gang? Ça va faire un petit sourire à la personne. Vous avez déjà créé un point de rencontre. Si vous voyez 2 personnes qui échangent, peut-être sur un sujet qui peut être très intéressant, vous n'êtes pas obligé directement de venir, vous pouvez tapoter la personne et dire « Oh,
je m'excuse, mon nom est tel, j'ai un petit peu entendu par rapport à votre conversation, je m'excuse d'interagir assez facilement, mais je serais peut-être que je peux vous apporter, s'il avait une question, je peux vous apporter de l'aide par rapport à X, Y, ou Z, ou simplement je peux apporter une autre opinion par rapport à ça, ou j'adhère à votre idée ou à votre sujet. Ça peut être une manière comme ça. Maintenant, vous allez aussi observer comment la personne reçoit ce message-là. Si vous voyez directement que la personne qui reçoit se renferme sur elle, ne forcez pas. Vous n'êtes pas un bulldozer. Ça, c'est le problème que beaucoup d'extrovertis vont faire. Ils vont taper, taper, taper sans comprendre les social cues. Mais beaucoup d'introvertis sont excellents à cela. Quand ils voient que l'interaction n'est pas la plus fluide, ils vont prendre le temps de se reposer et de dire « Ah, ok », et puis de passer à autre chose. Généralement, dépendamment de l'échange, les gens vont vous montrer au travers de leur langage corporel s'ils sont prompts à poursuivre l'échange avec vous ou juste vont vous dire « Ah ouais, vous savez quoi, il y a telle personne que je vais essayer de la voir, mais merci pour la conversation », puis partir. Donc ça peut être une bonne stratégie. Écoutez, prendre votre temps. N'hésitez pas à aller souvent vers certaines personnes. Et aussi, à certains 5 à 7, vous aurez toujours un bon extroverti qui viendra vous taper par l'épaule. N'hésitez pas à échanger avec cette personne-là. Ou une autre stratégie qui fonctionne très bien, si vous voyez à l'événement peut-être des personnes ou des visages que vous connaissez, même s'ils sont en train d'échanger avec une personne, vous pouvez essayer un petit peu de vous rapprocher de cette connexion-là. Quand vous voyez un petit peu un gap dans l'échange, pour être « Hey, Chantal, comment tu vas ?» Puis Chantal va être « Ah, ok, oui, oui, je vais bien. » Puis Chantal va se sentir un petit peu dans cette sorte d'obligation sociale de « Permets-moi de te présenter Pierre avec lequel on échangeait sur tel sujet. » Et ça vous permet un petit peu de naviguer. Et grâce au contact de Pierre, Pierre pourra peut-être vous faire une connexion avec Paul. Et c'est comme ça que vous allez avoir un peu plus d'échanges. Voilà quelques stratégies. J'espère que ça a été utile. Oui. Ok, je ne suis pas la meilleure dans tout ce qui arrive dedans. Si je me rappelle bien, et je ne veux absolument pas faire de problème au niveau de ce langage-là, sont généralement des personnes qui, pour eux, les social cues ne sont pas les plus évidents à voir et à remarquer. C'est clair que pour ce genre de personnes, c'est souvent plus difficile parce qu'ils ont besoin d'une personne qui est un peu plus cash. Ce que je dirais à une personne neuroatypique, c'est de partir avec un buddy. N'y allez pas tout seul. L'avantage de la personne avec laquelle vous venez, ce n'est pas juste de vous coller à elle, c'est que cette personne-là pourra un petit peu mieux vous orienter dans les échanges si elle observe quelque chose. Surtout si la personne a conscience de « Hey, cette personne-là a peut-être quelques problèmes de neurodivergence. » Donc, ça peut l'aider. Donc, je dirais avoir une personne, un compagnon, un support, ça peut vraiment être très utile pour ce genre de personnes. Et peut-être que la personne X pourra aider comme une sorte d'introduction aux échanges avec les personnes. Et là, l'autre individu peut revenir poursuivre l'échange avec elle. Oui. Moi, c'était plutôt un commentaire. Je voulais partager avec toi, Chantal, une de mes techniques. Moi, déjà, avant d'aller à un 5 à 7, je me renseigne quand j'ai les moyens sur les invités. Qui y sera, pour essayer de cibler qui je veux rencontrer. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'aspect intervenir dans une conversation, parce que si vous faites ça avec un bailleur de fonds, avec quelqu'un de la province, par exemple, à mon avis, ça va être pas très bien perçu, mais ça, c'est mon avis. Et puis, à la fin, je voudrais mentionner que moi, j'y vais souvent avec un binôme. Donc, je me balade dans la salle avec un binôme pour ne pas avoir l'air très con. Et puis, j'essaye de... Ben oui, j'essaye d'aborder comme ça les gens. Donc, voilà mes commentaires. Merci, j'adore. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire, un échange pour un partage? Oui. Oh, il y a quelqu'un d'autre? Oh. Ah, ok. Non, c'est juste pour... ça répond même à ma question déjà. Moi, j'ai un problème. Là, tout à l'heure, j'ai retenu que vous aviez dit de faire abstraction des techniques de vente. Oui. Le problème que j'ai, c'est que moi j'ai un autre problème, mais qui va avec ça. C'est tout est une connexion. Mes appels à froid, j'ai toujours de la difficulté. Parce que je suis obligé d'utiliser les techniques classiques pour faire ce contact-là. Mais quoi qu'on dise, moi-même dans ma position, quand tu prends langue avec un employeur, plus ou moins c'est pour connecter avec lui, pour lui proposer comme si tu as des besoins et tout. Donc il sait plus ou moins le schéma est là. Il s'attend un peu. Donc,
excuse-moi du mot, quoi. C'est difficile pour moi de passer par tous les baratinages, quoi. Il faut voilà, aller droit au but. Tu vois un peu? Donc, Oui. peut-être en présentiel, on peut faire abstraction des techniques de vente. Mais je vais dire, après, on a plusieurs moyens. Mais si c'est des appels à froid, je ne sais pas comment je peux faire abstraction de ça. Et puis, pour que ça marche. En fait, à la fin, c'est le résultat. Est-ce que je peux avoir un résultat? C'est ce que je lui ai dit. Ouais. Tu as dit deux choses, si je me permets de renchérir dessus. Tu as dit deux choses qui sont très essentielles. La première chose, ça revient encore sur à qui on échange. Il y a des personnes qui ne veulent pas parler du soleil, de minuit, tout ça. Ils veulent aller droit au but. OK, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi que tu attends. Ça va être par exemple une technique qui peut extrêmement bien marcher avec une personne en particulier et qui pour d'autres peuvent être vues un peu comme brusques comme manière de présentation, surtout si on ne se voit pas. Je vous dirais, si vous avez une technique efficace qui marche avec un certain groupe de personnes, continuez à l'intérieur, ça fonctionne. Si ça fonctionne pour vous, allez-y à fond. Moi, j'ai toujours tendance à préférer, c'est pas forcément de commencer par le soleil, les étoiles et tout ça, mais c'est toujours d'adapter son message. Même lorsque vous faites de la vente, vous n'allez pas vendre à un groupe X comme vous vendez à un groupe Y. On vous dit toujours de personnaliser votre message par rapport à ce groupe-là. Donc, si vous allez communiquer avec une personne en particulier qui a un style plus direct, allez droit au but. Maintenant, si vous avez des personnes qui, si je ne te connais pas, juste que tu me demandes, je veux tel service, elles vont le prendre très mal. Elles vont vous dire, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Essayons d'abord de se connaître sur un plan de vue humain. Un très bon livre une très bonne étude et un bon livre que j'avais lu, c'était Was it the Richest Man on Babylon? Où on expliquait encore le pouvoir des interactions pour parler avec des personnes qui sont high power. Beaucoup, si vous devez rencontrer un CEO de compagnie ou envoyer un email à un CEO de compagnie, ne lui parlez pas de sa compagnie, essayez de savoir c'est quoi son activité en tant qu'humain qu'il apprécie le plus. Vous allez avoir des personnes qui préféraient qu'on commence si vous devez connecter avec eux et qu'ils ne vous ont jamais parlé, vu qu'ils sont achalandés tous les jours de multiples personnes qui veulent leur vendre une idée ou un service, ils préfèrent plutôt quelqu'un qui vienne leur dire « Hey, j'ai vu que vous aimez les Dodgers. Puis votre équipe de favorites sont les Dodgers, la mienne c'est ça, j'ai 2 billets pour un match des Dodgers, telle semaine, je voudrais vous en offrir un. » Là, vous avez déjà capté son attention plus que tous les autres qui lui ont fait une belle proposition de vente. Parce que vous venez sur d'abord quelque chose d'humain. Maintenant qu'il connaît quelque chose d'humain, vous lui avez proposé quelque chose qui se sent prêt à interagir. Quand vous allez lui présenter maintenant votre business plan ou whatever, il est plus prompt à vous écouter par rapport aux autres parce que tu as déjà fait quelque chose pour moi. Tu m'as parlé à moi en tant qu'humain et pas juste en tant que ce CEO. Tu as fait vraiment des efforts pour me connaître. Maintenant, je vais faire un effort pour vraiment pouvoir t'aider jusqu'au bout. Question. Oui. Je vais poser une question aussi. Oui. OK. Alors, donc, comme vous êtes spécialiste de la communication, on sait que dans toutes les écoles de communication, on dit le déficit de l'information crée la rétention de l'information. À l'opposé, si on est dans une dimension discursive, alors si vous avez une personne, vous produisez de l'information et la personne ne vous répond pas. Alors, quelle va être la stratégie idoine? OK. C'est-à-dire, je vais me permettre de reformuler. Vous avez produit du contenu, vous avez envoyé un message à la personne, puis la personne ne vous fait juste pas signe de vie. Vous voulez créer une communication discursive. Un peu plus discrète avec cette personne-là. Oui. Ça va toujours dépendre dans le contexte où vous avez rencontré la personne. Est-ce que la personne vous connaît déjà dès le point de départ ou est-ce qu'elle ne vous connaît pas? Dans un cadre professionnel. OK. Même dans un cadre professionnel, est-ce qu'elle vous a déjà vu ou aucune idée? Parce que ça va beaucoup influencer un petit peu la suite de l'interaction. Si vous la connaissez, par exemple, sur un plan de vue et qu'elle vous a déjà vu de manière personnelle et que vous avez d'autres chances de la revoir, vous pouvez la relancer un petit peu en aparté un peu plus tard en disant « Hey, il y a quelques semaines, je t'ai envoyé tel courriel. » Juste pour rappeler à la personne, ça peut fonctionner. Si vous n'avez jamais eu d'interaction avec cette personne-là, ça peut être un peu plus complexe par rapport à la suite de l'échange et vous ne voulez pas non plus forcer. Vous pouvez faire un rappel si vous avez fait un courriel. Mais si après le deuxième rappel, vous n'avez pas de réponse, comprenez, maybe ça ne fonctionnera pas. Merci. Merci, Diana. Gros merci pour ta présentation dynamique.